tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la 4e FAQ de cette chaîne. J'ai décidé de faire une FAQ pour mon entrée dans le métier de professeur. Aujourd'hui, on va faire une FAQ, donc je vous avais mis sur l'onglet communauté de ma chaîne. C'est toujours sur l'onglet communauté de ma chaîne que j'annonce les FAQ, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Pour cette FAQ, j'avais axé le sujet autour de ma vie post-agrégation, donc après le concours d'agrégation, le retour à la vie réelle et l'entrée surtout dans le métier d'enseignant dans le secondaire. Cette année, ce début d'année de professeur stagiaire, de fonctionnaire stagiaire, première année d'enseignement à temps plein. Pour recontextualiser un peu la chose avant de rentrer pleinement dans les questions, donc j'ai fait 6 années d'études de lettres, j'ai passé le CAPES puis l'agrégation que j'ai obtenu tous deux. Cette année, c'est ma première année d'enseignement, je ne suis pas titulaire du poste, en revanche, je suis stagiaire, c'est-à-dire que je suis dans une année probatoire qui va être validée ou non à la fin de l'année scolaire. Je suis accompagnée d'un tuteur tout au long de mon année d'enseignement. Je donne cours à temps plein puisque j'ai suivi un master MEF qui me permet d'enseigner donc à temps plein et non pas à mi-temps, c'est-à-dire que les formations qui sont dispensées pour les gens qui n'ont pas fait de master MEF occupent l'autre moitié en fait de la semaine, ils donnent cours qu'à mi-temps. Alors moi j'ai quand même quelques formations dans l'année à suivre, c'est le mercredi, mais c'est un mercredi toutes les 3 semaines, donc vous voyez c'est beaucoup moins imposant comme emploi du temps que ceux qui fonctionnent à mi-temps, et donc je suis très contente d'être à temps plein. On va commencer tout de suite donc avec les questions. Première question de Jean-Pierre Montauban qui me dit: te plais-tu dans ton établissement? Oui, pour l'instant je me plais énormément dans mon établissement. En fait, j'ai reçu l'arrêté d'affectation, j'étais très surprise parce que c'est un établissement que je connaissais de nom et dans lequel j'avais fait aussi mon premier stage de Master MEF, donc vraiment ironie du sort. Alors je n'ai pas le même tuteur, mais en tout cas j'ai retrouvé cet établissement que j'avais pas vraiment eu le temps de connaître parce que mon stage ne durait que 3 semaines, mais je me suis dit mais quelle chance parce que c'est vraiment un très bon établissement et qui plus est c'est un lycée, c'était absolument ce que je souhaitais. J'ai passé l'agrégation en majeure partie pour maximiser mes chances d'être au lycée. Quand j'ai vu le mail, j'ai bondi de ma chaise. En plus, c'était cet été, j'étais en train de travailler. J'ai bondi de ma chaise et je me suis dit waouh, quelle chance. J'ai été très bien accueillie par la direction, par l'équipe de lettres et également par d'autres collègues en salle des profs. Donc pour l'instant, je suis très satisfaite. Plein de questions de la part de Darko. Alors première question. Quels sont les auteurs que tu n'aimes pas globalement? Penses-tu faire une vidéo dédiée à ce sujet? Oui, alors justement, je pense que faire une vidéo à ce sujet, ce serait plus à propos. Il y a des auteurs que je n'apprécie pas, ou en tout cas dont je n'apprécie pas l'œuvre, parce que ne pas aimer des auteurs, je ne les connais pas personnellement. Mais typiquement, Marguerite Duras, j'ai lu énormément d'elle, et il n'y a rien que j'arrive à apprécier, sauf l'un de ses romans qui fait partie bizarrement de mes romans favoris que je suis en train de relire en ce moment. Il s'agit du Ravissement de Lolvestein. D'ailleurs je ferai peut-être une vidéo juste sur ce roman parce que c'est tellement un roman particulier pour moi. C'est le roman que j'adore d'une auteure que je n'aime pas. Mais sinon il y en a d'autres que j'apprécie pas spécialement, enfin j'avais essayé de lire du François Mauriac, ça m'avait déplu. Pas vraiment d'auteurs que je déteste ou que je n'aime pas, mais il y a des auteurs que j'aime moins et je pense que je ferai une vidéo là-dessus, c'est une très bonne idée. Deuxième question, quelles sont les œuvres que tu vas faire étudier à tes classes si tu as du lycée et ou du collège? Ça, il y a une vidéo qui va sortir justement, c'est une question qui est revenue lors de cette FAQ. J'ai décidé de faire une vidéo complète sur les œuvres que je vais faire étudier à mes élèves. C'est assez drôle, j'avais pensé en amont en fait à faire cette vidéo et vous m'avez posé la question. Enfin, vous avez normalement déjà la réponse puisque cette vidéo sort avant cette FAQ. Troisième question, trouves-tu que les concours de l'enseignement comme l'agrégation et le CAPES doivent être réformés? Que penses-tu de l'idée d'une agrégation de littérature comparée? Alors, des questions assez techniques. La première, la réforme de l'agrégation et du CAPES. Le CAPES a déjà été réformé en fait il n'y a pas très longtemps et je pense que la réforme a du bon parce qu'elle a inséré des contenus didactiques et même pédagogiques dans le concours qui se veut un concours de l'enseignement mais qui garde tout de même un contenu théorique. Donc je pense que le dosage pour le CAPES est bon. Pour l'agrégation, il n'y a que du théorique et le but est de former des enseignants-chercheurs plus que des enseignants de secondaire, donc ça se justifie. Ne pense pas qu'il faille réformer ces concours. Alors il y a des épreuves qui me paraissaient absolument hors de propos avant de passer l'agrégation, du style l'ancien français. À travailler l'ancien français et à voir le rapport que ça a ensuite dans notre enseignement, dans notre approche de la langue et dans la manière de l'expliquer aux élèves, je trouve que c'est une épreuve qui est nécessaire.
vous voyez, le fait de passer l'agrégation m'a fait un peu changer d'avis quant à la nécessité d'une réforme. Moi, je ne suis pas pour la réforme du CAPES ou de l'agrégation. Je pense que les formats actuels sont plutôt pertinents. À voir s'il y a des propositions meilleures, mais moi, j'en ai pas là qui me viennent à l'idée. Et ensuite, que penses-tu de l'idée d'une agrégation de littérature comparée? En lettres, en fait, il y a 3 types d'agrégation. Il y a celle de grammaire, il y a celle de lettres classiques et il y a celle de lettres modernes. Et en lettres modernes, on fait de la littérature comparée. Il y a une épreuve de littérature comparée à l'écrit et une épreuve à l'oral. Je ne pense pas qu'il faille faire une agrégation de littérature comparée dans la mesure où il y a déjà une épreuve dans l'agrégation de lettres modernes qui concerne la littérature comparée. Je rappelle ce que c'est de l'étude en fait de textes d'origine, d'époque et de genres variés autour d'un thème commun. Par exemple, nous on avait pour le réalisme magique une œuvre colombienne, une œuvre anglo-indienne, une œuvre chinoise. Je ne pense pas qu'il faille consacrer une agrégation complètement à ça parce que là on occulterait certains aspects du concours qui sont nécessaires, hein, tout ce qui est grammaire, tout ce qui est langue ancienne, etc. Ça serait vraiment trop spécifique, je pense que ça servirait juste à former des enseignants-chercheurs et non pas des enseignants du secondaire. 4e question, préfères-tu les dissertations sur programme, l'ENS ou l'agrégation, où c'est seulement une œuvre souvent, ou celles qui sont plus larges dans les œuvres à mobiliser? Très bonne question. Je suis quelqu'un de très cadré et j'ai voulu faire prépa parce que, donc les classes préparatoires littéraires, parce qu'il y avait un cadre et parce que précisément il y avait un programme. L'année d'Hippocane, j'étais complètement perdue parce que c'est la seule année en prépa où il n'y a pas de programme. Et j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ne pas savoir où l'on va. Et j'étais ravie de voir que le CAPES a été réformé en ce sens, c'est-à-dire que maintenant le CAPES c'est une dissertation sur œuvre, parmi un programme de 6 œuvres. L'agrégation c'est la même chose. Donc je suis beaucoup plus formatée pour le programme sur œuvre, ça me permet d'être beaucoup plus précise. Je n'ai jamais composé que sur un programme sur œuvre. Et je ne sais vraiment pas comment j'arriverai à m'en sortir sur un programme sans œuvre, parce qu'en fait je pense que je serais juste pas du tout précise sur mes références. Alors que le fait d'avoir un programme précis, ça permet de se concentrer sur nos révisions, d'axer nos révisions en fonction d'un programme, et du coup de poncer ce programme vraiment et d'aller en profondeur. Ça m'angoisse en fait de ne pas avoir de programme. J'aime avoir un programme, une ligne de conduite, une consigne. 5e question, quelle est l'adaptation cinématographique que tu rêverais de voir à l'écran? J'adore les adaptations cinématographiques d'ouvrages. Mon roman préféré c'est Belle du Seigneur et il y a déjà eu une adaptation avec Natalia Vodianova. Mais ce film ne m'a pas convaincue complètement, donc j'aimerais bien qu'on refasse un film sur Belle du Seigneur. J'aimerais beaucoup qu'on adapte la saga La Sélection, qui est une dystopie. Bon, c'est de la littérature young adulte, hein, ça fait pas partie des grands classiques de la littérature française, d'ailleurs c'est américain, mais j'aimerais beaucoup qu'elle soit adaptée, cette saga. Il y a eu d'ailleurs un trailer qui a été diffusé il y a quelques années sur YouTube, mais ils n'ont jamais rien fait, donc je suis très déçue parce que c'est vraiment le genre de livre qui mériterait une adaptation. Dernière question, la 6e question, penses-tu qu'il y a un livre qui rendrait mieux à l'écran par rapport à son support d'origine ? Une écriture très imagée qui rendrait mieux au cinéma. Globalement, les romans très descriptifs du 19e siècle, et notamment je pense à Balzac. Et Balzac d'ailleurs, l'adaptation des Illusions perdues, il y a 2 ans je crois, elle est absolument divine. Je pense que Balzac, typiquement, c'est le genre de romancier qui gagnerait à être adapté à l'écran parce que avoir une description de chaise pendant 50 pages, c'est quand même long. Et je pense que de faire des plans sur une chaise au cinéma, ça pourrait rendre à la fois cette attente du début du roman, donc là je parle du Père Goriot, et en même temps, ça permettrait aussi de dynamiser et d'éviter de lire pendant des heures une description de chaise ou de pension ou de je ne sais quoi. Donc je pense que les romans de Balzac se prêtent plutôt bien à ça parce qu'il y a vraiment une attention particulière sur le détail, c'est le réalisme. Une question de MyTune qui me demande comment t'organises-tu pour préparer tes cours? Alors, c'est un peu le rush, j'ai la chance de pas travailler le mardi et quelquefois le mercredi, donc ça me laisse quand même du temps pour préparer les cours. Généralement, ce que je fais, mon rythme, c'est que j'essaie d'avoir une séquence d'avance. C'est-à-dire que là, par exemple, je viens de finir ma séquence 1 avec mes secondes. Et bien j'ai la séquence 2 qui est prête depuis 1 ou 2 semaines, 2 semaines même, et là je suis en train d'élaborer la séquence 3. D'abord, première étape, je prépare le tableau synoptique de ma séquence, donc en gros combien de séances, ce que je vais faire, les objectifs. Construis d'abord l'évaluation avant de faire la séquence pour avoir les éléments dans la séquence qui vont mener à l'évaluation. Je passe plusieurs semaines à construire les cours, les séances en fait, une à une, et là donc je prépare les textes,
je prépare ce qui doit avoir une trace écrite, je fais ce que j'appelle un classeur témoin, donc en fait un classeur auquel doit ressembler ceux des élèves. Donc ça prend énormément de temps. Par exemple, pour faire une séance en classeur témoin, tout bien préparé, le texte, tout est prêt, ça me prend environ 2 à 3 heures. Donc vous multipliez ça par le nombre de séances dans une séquence qui est à peu près 8 ou 9, ça vous donne une idée de combien de temps je prends pour faire une séquence, c'est très long. Et donc il faut bien vous représenter, je ferai une vidéo à ce propos sur les clichés sur les profs, mais il faut bien vous représenter qu'en fait, la vie d'un prof est bien plus remplie que ces 15 heures de cours devant élèves. Moi je pense que je passe le double d'heures à travailler chez moi les cours. Néanmoins c'est quand même plus souple je trouve que de préparer l'agrégation. En tout cas j'y trouve un peu plus d'enthousiasme parce que là c'est moi qui crée, c'est moi qui fais et c'est ultra créatif en fait de faire ça. C'est un peu casse-tête aussi, hein, c'est un peu un casse-tête chinois pour faire rentrer toutes les notions, pour savoir ce qu'on va faire, que ça tienne bien dans le temps. C'est un peu casse-tête mais globalement c'est très plaisant. Edith Varin me demande quel conseil donnerais-tu à une jeune enseignante fraîchement diplômée pour ne pas être en concurrence avec les collègues de l'ancienne école. Parfois c'est difficile de s'imposer et de partager nos nouvelles idées face aux anciens. Je n'aurais pas la prétention de donner des conseils. Moi j'ai la chance d'être tombée sur un tuteur qui est plus âgé que moi, hein, beaucoup plus, mais qui a des idées assez novatrices et qui justement me les communique et m'encourage à aller vers des idées novatrices. C'est plutôt moi qui ai tendance à être un petit peu rétrograde, ou en tout cas un petit peu conservatrice dans ce que j'enseigne, dans mes choix pédagogiques, dans mes choix d'évaluation par exemple. La concurrence pour moi c'est pour les concours, c'est pas du tout pour l'enseignement. Je veux dire, la concurrence je l'ai connue pendant 6 ans, à passer des concours. L'année dernière oui il y avait de la concurrence et encore pas dans ma promo, mais la concurrence avec les autres élèves de France et de Navarre, enfin agrégatifs de France et de Navarre. Mais cette année, il n'y a pas vraiment de concurrence. Je veux dire, on est tous diplômés, on a notre concours, on est prof. Je ne ressens pas du tout de concurrence et même il n'y en a pas du tout dans mon esprit. Maintenant, s'imposer, partager de nouvelles idées aux anciens, surtout dans un établissement où les professeurs sont là depuis longtemps, un établissement qui a une bonne réputation, où les professeurs savent que l'établissement a une bonne réputation, c'est vrai que c'est un peu difficile de parler. Moi, j'ai pas forcément la volonté de parler. D'ailleurs, ça on pourrait en reparler, mais on m'a déjà prise plusieurs fois pour une élève. C'est assez drôle. Et même les élèves, je me demande s'ils se demandent pas, si quand ils me voient dans les couloirs, si je suis une élève ou quoi. En salle des profs, quand je débarque en salle des profs, il y a toujours des gens qui me regardent un peu étrangement. Je me dis, bon, ça se trouve, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette élève? Donc c'est plus ce rapport-là, mais en soi, moi je me sens plutôt bien dans l'établissement où je suis. Et j'ai absolument pas de concurrence avec les autres. Au contraire, je suis preneuse de leurs conseils pour améliorer mes pratiques. Émilie me demande, as-tu l'impression que tes études, ton parcours universitaire t'ont suffisamment armé pour te retrouver face à une classe? Perso, sortant d'un master recherche et de l'agrég, c'est un énorme non. Ton parcours, effectivement, si vous faites un master recherche et que vous passez directement à l'agrégation, vous n'avez aucun contenu pédagogique et c'est justement tout l'objet de votre formation à mi-temps, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas fait de MEF, vous avez 2 jours par semaine de formation à l'INSPE qui correspond en fait au Master MEF. Moi, oui, mes études, et j'ai fait ce choix précisément pour être parée à être devant une classe parce que j'ai toujours voulu être prof et c'était mon objectif de départ, j'ai choisi Master MEF, métier d'éducation, d'enseignement et de la formation, qui m'a donné en 2 ans énormément de bases, de contenu, de principes qui me permettent aujourd'hui d'être assez au clair sur les programmes, de savoir ce qu'il faut faire et surtout de m'y prendre face à une classe. Aussi mon parcours extrascolaire, à savoir l'animation dans des centres de loisirs ou dans des colonies, qui là m'ont permis de me faire au côté gestion de classe. Je pense que mes études, mon parcours universitaire mais aussi mon parcours extra-universitaire m'ont permis d'être armée pour être face à une classe, mais encore une fois je me plains pas, je suis dans un bon établissement. L'année prochaine ce sera peut-être pas la même histoire. Victoria Briand, si tu compares ta situation d'étudiante avec celle que tu occupes désormais, celle de professeur, qu'as-tu gagné et au contraire qu'as-tu perdu? Très bonne question. Qu'est-ce que j'ai gagné? Déjà j'ai gagné un salaire décent. J'ai gagné l'autonomie financière, non mais ça vraiment c'est je pense ce qui change le plus d'éléments dans notre vie. Ce que j'ai gagné c'est aussi et surtout un travail qui me plaît,
Je dis pas que préparer l'agrégation, être étudiante, ça me plaisait pas, mais en fait, j'avais pas la sensation d'être utile à la société. Et là, je sais pourquoi je me lève le matin. J'apprécie mon métier. Je suis heureuse d'être indépendante financièrement, moralement, de mes parents, même si je les adore et qui m'ont soutenue jusqu'ici. Ce que j'ai gagné aussi, c'est des factures à payer, des trucs d'assurance à faire, c'est de l'administratif à n'en plus pouvoir. Ça, par contre, c'est très embêtant, vraiment. Ce côté-là, si je pouvais m'en passer, ça m'arrangerait. Je déteste l'administratif. Je pense que peu de gens aiment l'administratif. Ce que j'ai perdu, je pense que j'ai perdu une forme d'insouciance, encore une fois, due à toutes ces problématiques administratives qui me tombent dessus. J'ai perdu les cours. Les cours que je recevais à la fac qui étaient excellents, ces professeurs. J'ai perdu la passivité aussi, parce que mine de rien, mener un cours, proposer un cours et assister au cours, c'est deux énergies très différentes et c'est beaucoup plus fatigant de proposer un cours, de parler devant un public durant plusieurs heures que de juste être là et attendre sagement que ça se passe. J'ai perdu aussi mon groupe classe. Ça c'est vraiment... Je pense que les amis, les groupes classe, c'est ce qui manque le plus. Après quand on est professeur, on peut facilement être isolé. Je pense que c'est ce qui me manque le plus, que j'ai le plus perdu. Et aussi, bon, les aides étudiantes, ça aussi, hein, ça participe. Même si j'ai encore les aides moins de 26 ans, moins de 27 ans, moins de 28 ans, puisque je n'ai que 23 ans. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mathieu Barthélémy me demande, est-ce que tous les efforts consentis pour les différents concours que tu as passés valent le coup? Oui. Oui, enfin je vous dis ça maintenant, hein, ça fait 1 mois que j'enseigne, mais tellement oui. Je vais être claire avec vous, je me suis rarement sentie aussi heureuse. Pourquoi? Parce que je fais un métier qui me plaît. Je fais un métier créatif. Je fais un métier où je ne m'ennuie pas, où une journée passe à 1000 à l'heure. Je fais un métier qui est lié à ma passion, enfin à l'une de mes passions, la littérature. C'est quand même génial de pouvoir mêler passion et métier. Je suis payée, je peux vivre correctement, je peux vivre de façon indépendante. Enfin j'ai l'impression d'être libre, de me sentir libre. Et je n'ai plus la pression d'un concours. Toutes ces années à me dire, bon voilà, il faut que tu apprennes telle ou telle citation, il faut que tu révises telle ou telle œuvre, il faut que tu fasses telle ou telle épreuve, il faut que tu te retapes une dissertation en 7 heures, même si tu adores les dissertations. Tout ça s'est envolé. Et je me sens tellement plus légère, tellement plus soulagée aujourd'hui que oui, ça vaut énormément le coup. Et je dirais même que ça a valu énormément le coup de passer l'agrégation parce que vraiment, être allégé de 3 heures par semaine, c'est non négligeable, c'est une demi-journée de cours pour un professeur. Je gagne mieux ma vie et je suis plus reconnue, ça on pourra en reparler dans une autre vidéo, mais il y a quand même ce statut d'agrégé qui est non négligeable. Oui, tous ces sacrifices ont servi à quelque chose et je dirais même sacrifice ok, mais il y a aussi eu des moments plaisants dans mes études, hein. Il ne faut pas le prendre non plus comme un chemin de croix, comme le bagne. Il y a eu des moments plaisants, il y a eu beaucoup de moments d'angoisse, de remise en question, de doute, mais n'abandonnez jamais, hein. Vraiment je le dis dans toutes mes vidéos, mais il faut jamais abandonner. Je n'ai jamais eu ce mot à la bouche. Je me suis remise en question des tas de fois. Il y a des tas de fois où je me suis dit je n'ai pas le niveau, mais jamais je me suis dit que j'allais abandonner. J'ai toujours travaillé plus, ou mieux en tout cas, pour y arriver. Donc allez-y, vraiment ça vaut le coup. MyTune me demande comment gères-tu la gestion de classe? Est-ce qu'il y a une différence entre le collège et le lycée à ce sujet? Alors comme je vous disais, la gestion de classe, je l'ai un peu apprise déjà grâce à mes stages en MEF, mais en master, mais aussi et surtout lors de mes différentes expériences en centre de loisirs ou en colonie de vacances. Je fais ça depuis 5 ans maintenant, donc j'ai quand même une bonne expérience dans le domaine. J'étais confrontée à des cas assez difficiles et comme je suis dans un établissement plutôt bon, j'ai pas trop de problèmes. Par contre, mon gros problème, moi, c'est les bavardages. Donc j'étais obligée de faire des plans de classe alors que je ne voulais pas. Vraiment, c'est une idée que je trouve... Enfin, j'aime pas cette idée. J'aime pas l'idée de placer les gens. J'ai pas aimé être placée, moi, à mon époque, quand j'étais élève. Donc je n'ai pas envie d'imposer ça aux élèves, mais malheureusement, ils me poussent à le faire parce qu'ils sont incapables de se taire et je vais juste pas hurler. Est-ce qu'il y a une différence entre le collège et le lycée à ce sujet? J'ai pas encore expérimenté le collège, mais oui, je pense que oui, parce que généralement, au lycée, les élèves sont plutôt passifs. Voilà, ils sont dans une période de leur vie où ils sont plus posés, plus calmes, alors que les collégiens ils sont dans l'hyperactivité et ils sont un peu moins intéressés généralement. Hein, c'est une tendance, hein. Je dis pas que ça concerne tous les lycées, mais c'est une tendance. Les collégiens sont quand même là parce qu'on les a obligés, alors que quand tu vas en lycée général, bon, t'as quand même réfléchi un petit peu à pourquoi tu allais en lycée général. C'est aussi pour ça que je voulais absolument être en lycée. Quand vous êtes au lycée, les élèves sont plus autonomes. Alors en seconde, c'est pas trop le cas, mais à partir de la première quand même.
Alors qu'au collège, il faut leur dire quand il faut coller une feuille, quoi. Il faut vérifier qu'ils ont bien noté toute la phrase. Il faut accompagner l'élève davantage au collège, il faut être derrière lui, alors qu'au lycée, on peut plus rentrer dans la profondeur des analyses parce que justement, on gagne du temps sur tout ce qui est bon, maintenant, vous ouvrez votre cahier et vous collez la feuille à cet endroit-là. Même si je suis encore obligée de le faire en seconde. Émilie me demande que penses-tu des programmes en termes de contenu littéraire. Par exemple, celui de 5e est génial, celui de 3e déprimant à souhait. Alors là, je pense que c'est lié à notre sensibilité à chacun. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a répondu, Victoria, qui répond: moi j'adore le programme de 3e, mais il est vrai que les thématiques abordées sont parfois lourdes. Il faut réussir à insuffler un peu de légèreté et de comique dans le programme. Le programme de 3e, il tourne notamment autour de l'autobiographie, et moi c'est un genre que j'apprécie beaucoup. Donc, programme de 5e, il y a le héros, tout ça c'est sympathique. Programme de 6e, il y a le monstre, on travaille sur l'Odyssée, bon, c'est sympa. La 4e, je sais plus trop. Ah oui, il y avait Dire l'amour comme thème qui me disait bien. Ce que je trouve problématique au collège, c'est que ils sont trop jeunes pour qu'on aborde vraiment des œuvres qui me plaisent énormément. Par exemple, Racine, c'est compliqué à faire au collège. Le programme du collège, malheureusement, il est pour moi un petit peu en deçà de ce que j'aimerais faire. Alors, du point de vue de mes goûts personnels, et je suis persuadée que je pourrais réussir à faire des cours qui m'intéresseraient aussi au collège. Mais voilà, je suis plus intéressée sur le lycée. Je trouve qu'au lycée, y a beaucoup plus de liberté parce qu'il n'y a pas d'intitulé en fait. Il y a juste des époques et des genres. Alors bon, ça c'est pour la seconde. Pour la première, il y a quand même les œuvres imposées. Mais moi, les œuvres imposées, je les aime bien. Et puis, ouais, je sais pas, j'ai envie de travailler sur ces œuvres-là. Ça me dérange pas que ce soit imposé en première. Mais comme j'ai pas de première en français, je suis libérée de tout ça. Et je suis très contente d'avoir des secondes. En fait, pour moi, la meilleure classe en français, c'est vraiment la seconde. Et j'ai eu des secondes, donc trop bien. MyTune me demande quel livre veux-tu faire lire à tes élèves. Eh bien, ça fait l'objet d'une précédente vidéo. Dernière question de Chloé qui me demande quel niveau as-tu et si tu es au collège, es-tu impacté par la réforme? Ah oui, cette fameuse réforme des groupes de niveau, l'angoisse. Alors comme je disais, je suis en lycée, j'ai cette grande chance. Mais j'ai des camarades qui sont au collège, faire des séquences, collaboration avec d'autres professeurs, enfin... c'est tout ce que je n'aime pas, vraiment. Je suis pas quelqu'un qui collabore beaucoup, malheureusement, il faudrait un peu plus. Je ne supporte pas en fait devoir enseigner le contenu d'un autre, vraiment. J'ai eu cette expérience quand j'étais en master MEF. Je veux avoir mes cours, je veux m'approprier mes propres cours, et très contraignant cette réforme. Je sais pas si ce sera profitable pour les élèves au moins, mais en tout cas pour les professeurs c'est pas du tout profitable. Quel niveau as-tu? Donc comme je disais, j'ai 2 classes de seconde et j'ai une classe de première humanité, lettres, philosophie, donc c'est pas une classe de première français, c'est une classe de spécialité humanité, lettres, philosophie, donc là c'est un peu différent, on mélange littérature, philosophie, et comme j'ai une licence de lettres et une licence de philosophie, ça me sert, je trouve ça super, j'adore la philosophie, donc ça me permet de changer un petit peu les contenus. Des cours un peu moins formels, par exemple là on a fait un début de séquence sur l'art de la parole, et sur cette séquence on va travailler sur la rhétorique judiciaire, et donc l'évaluation finale, ils vont devoir proposer à l'oral une plaidoirie ou un réquisitoire, donc on est vraiment dans des exercices beaucoup plus souples que les attendus par exemple du baccalauréat pour le français. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas, si vous avez envie, à me poser d'autres questions en commentaire de cette vidéo. J'y répondrai et pourquoi pas dans une prochaine FAQ. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.